Bonjour et bienvenue dans notre émission en direct des régions sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, nous avons parlé de nouvelles variétés de semences, mais des semences pour les jardiniers. Alors, ces nouvelles semences, comment les voient-ils? Comme des amis ou comme des ennemis? Alors, c'est vrai que depuis longtemps, les potagers et les jardiniers qui s'en occupent recueillent des variétés anciennes. Mais il y a aussi plein de variétés nouvelles. Lesquelles faut-il choisir? Eh bien, nous allons en parler avec nos deux experts, nos deux spécialistes que je vais vous présenter. Bonjour Jean Vorer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FNJFC. Alors, de façon plus sympathique, c'est la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. C'est ça? Absolument, c'est exactement ça. Voilà. Alors, vous existez depuis 1896. Et oui, nous allons bientôt avoir 130 ans. Et nous ferons une grande fête pour ces 130 ans. On va y revenir. Nous accueillons aussi Jean-Daniel Arnaud. Bonjour. Bonjour, vous avez travaillé très longtemps dans la section de semences, vous avez travaillé à SEMAE et aujourd'hui vous êtes membre de la SNHF, la Société nationale d'horticulture de France. Alors c'est aussi une vieille maison. Elle a 200 ans d'existence, hein, plus que le SEMAE, et elle a un siège à Paris, et elle a beaucoup de représentants dans les régions, et elle s'occupe de toutes sortes de plantes, de toute l'horticulture en général. Alors avec vous deux et votre longue expérience, on va aller mettre notre nez dans les jardins et voir quelles sont les habitudes des jardiniers. Je voudrais quand même savoir au niveau de la Fédération nationale des jardins familiaux, quelles sont vos missions? Parce qu'on vous connaît très bien de nom, on ne connaît pas forcément bien vos missions. Ben écoutez, nous représentons les jardiniers. Donc nous avons 14 000 jardiniers qui sont adhérents à la fédération et 180 centres de jardin, donc répartis sur l'ensemble de la France. Qu'est-ce que vous appelez un centre de jardin? Alors un centre de jardin, c'est un ensemble de jardins familiaux. Il peut y avoir un jardin avec des parcelles, mais il peut y en avoir plusieurs, auquel cas on parle de sites de jardin, parce qu'il peut y avoir plusieurs sites, plusieurs jardins dans le même site. Alors, il y a toujours eu des jardins. Après, pendant les guerres, il y a souvent une recrudescence. On a faim, on a besoin de manger. Puis ça se perd un peu. Là, je crois que ça se porte très bien. Donc, il y a aussi bien des hommes, des femmes, des jeunes qui viennent aussi, tout un tas de gens. Et ces gens-là ont tendance, vous m'avez dit, à aimer ou à rester avec de vieilles variétés. Et le mot vieille variété vous fait sourire. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une question d'adaptation. C'est-à-dire que chaque jardinier devrait choisir ses variétés en fonction de son sol, son climat, et avoir tout un éventail de variétés. Donc, variété ancienne, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. L'important, c'est l'adaptation au jardin particulier, et chaque jardin a ses particularités. On a eu en plus des années successives qui ont été assez épouvantables, avec beaucoup trop d'eau ou pas assez d'eau. Donc c'est difficile de gérer un jardin dans ces conditions et on a besoin d'un éventail de variétés. Donc par exemple pour la pomme de terre, il y a autre chose que la binche. Tout à fait. Il y a à chaque fois, dans chaque espèce, il y a des particularités et des choses intéressantes. On en parlera avec Jean-Daniel, mais en haricots, par exemple, il y a des choses extraordinaires. Il y a des variétés anciennes qui sont intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés et des variétés grimpantes, par exemple, qui sont nouvelles, qui sont très intéressantes parce que nous, dans notre fédération, on a tendance à expliquer aux jardiniers qui ont des petites parcelles qu'il faut qu'ils cultivent en hauteur. Et ces nouvelles variétés, elles sont particulièrement adaptées en haricots. Et en haricots nains, qui est aussi une espèce très utilisée dans les potagers, il y a des variétés nouvelles qui sont très intéressantes parce qu'elles ont meilleur goût, parce qu'elles sont sans fil, parce que les gousses sont au-dessus du feuillage. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher dans les nouveautés. Très bien. Alors, on va y revenir puisque c'est un point important.
Jean-Daniel Arnaud, est-ce que vous constatez aussi que les gens ont tendance à travailler avec ces vieilles variétés et qui méconnaissent ce qu'on appelle les hybrides? Pour quelles raisons est-ce qu'ils restent accrochés comme ça? On se transmet les choses de père en fils ou de mère en fille, ou on ne connaît pas bien, ou on a des a priori? Le terme hybride est un terme qui est utilisé pour plusieurs choses. Et il y a une grande confusion dans l'utilisation du terme hybride. L'hybridation, c'est ce qui a permis la biodiversité sur la Terre. Toutes les plantes, toutes les espèces, animales, végétales, se sont hybridées. Il y a eu des croisements de toutes sortes qui ont abouti à la biodiversité. Donc les hybrides, d'une manière générale, c'est naturel et ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, depuis un certain nombre d'années, maintenant déjà relativement longtemps, il y a ce qu'on appelle des hybrides F1. L'hybride F1, c'est une technique particulière. C'est un travail long et difficile que font les sélectionneurs pour arriver à mettre sur une variété un maximum de gènes. Vous savez ce que c'est que les gènes, les chromosomes, qui lui apportent plus de caractéristiques. Vous pouvez nous prendre un exemple sur un légume? Alors dans la grande culture, c'est le maïs, bien sûr, c'est le tournesol. Il y a beaucoup d'espèces, mais il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles on ne fait pas d'hybride parce que c'est pour des raisons techniques, pour des raisons de la plante. Par exemple, chez les solanacées ou chez les solanacées, il y a des hybrides. La tomate, il y a beaucoup d'hybrides, mais chez la pomme de terre, il n'y a jamais d'hybride. Chez les haricots, il n'y a jamais d'hybride. Donc ce qu'on appelle les fabacées, les haricots, les petits pois, des tas d'espèces, vous ne trouverez pas de plantes hybrides. Par contre, pour un certain nombre, vous trouverez des plantes hybrides. Et ces plantes hybrides, c'est un travail difficile. Et la réticence vis-à-vis des hybrides F1 n'a pas de sens d'un point de vue technique, scientifique. Je vous dis ça en 2 mots. Le seul problème avec les hybrides F1, c'est que si vous réutilisez... Il y a des gens qui disent qu'elles ne produisent pas de semences. C'est pas vrai, faux. Elles ne sont pas stériles. Elles ne sont pas stériles. Elles font des graines, mais les graines, elles n'auront pas les mêmes caractéristiques que la variété F1, juste la génération de la variété qu'on vous a vendue sous le nom de hybride F1. Alors comment ils font? Juste rapidement, ils sélectionnent 2 variétés complètement différentes en essayant de mettre sur ces 2 variétés un maximum de gènes différents. Et que ces variétés en plus soient fixées, on appelle ça des lignées. Et donc comme tous les gènes sont en double en fait dans une plante. Si toutes les plantes sont toutes les 2 homozygotes, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes gènes mais complètement différents entre les 2 variétés, quand on va les croiser, le bébé, il aura la moitié des gènes du père, la moitié des gènes de la mère, il aura un nombre de gènes beaucoup plus important, ce qui le rendra. C'est ce qu'on appelle la vigueur hybride, c'est ce qu'on appelle donc ça apporte des résistances aux maladies, des résistances à la sécheresse, d'autres caractéristiques qui peuvent être très intéressantes aussi bien pour les agriculteurs que pour les jardiniers. Donc on croise pour essayer d'avoir et le goût et le rendement et la résistance aux maladies. Voilà. Je vous propose, je vais revenir vers vous, de faire une petite pause parce qu'il ne vous a pas échappé que nous avons un chroniqueur émérite, c'est Tom le jardinier. Et Tom, il est là pour nous donner des conseils dans nos jardins. Tom, est-ce que vous pouvez nous parler d'une méthode un peu originale pour faire les semis? Parce que ça va être bientôt la période. Oui, on commence déjà gentiment à faire des semis dans son jardin. Puis moi, je vous avoue que toutes ces barquettes en plastique qui résistent pas bien aux UV, qui se cassent, tous les pots, que même que j'essaye de récupérer, etc. Je suis pas sûr qu'ils ne sont pas de maladie, etc. Je vais vous présenter cet outil-là qu'on appelle un presse-motte. Alors cet outil-là, il permet de faire la 4 mottes, on le voit juste là avec ses alvéoles, et on va compacter de la terre, presse-motte, donc on imagine bien qu'on va la compacter, elle va tenir agglomérée ensemble, et avec ce petit téton qu'on le voit là, ce qui est noir, ça permet de faire un tout petit trou dans notre motte pour pouvoir y insérer une graine. On va pouvoir faire des plantons comme ça, par exemple, avec... Alors, les tomates, moi je trouve que ça reste un petit peu longtemps à l'intérieur, mais on peut faire les salades, on peut faire les choux, on peut faire aussi pas mal de persil, d'herbes aromatiques, avec l'aneth aussi. Pas forcément le basilic, parce qu'on va mettre plusieurs graines de basilic pour avoir des beaux plants de basilic. Mais vraiment, cet outil-là permet d'économiser du plastique, tout ce qu'on n'a pas à avoir chez soi, et puis il est souvent inoxydable et il nous permet de faire des semis pratiquement comme les professionnels, parce que imaginez-vous, les professionnels utilisent ça pour avoir des grandes quantités de plantons de légumes à installer rapidement dans son jardin. La motte, elle va tenir toute seule, pratiquement, parce que moi, dans mon terreau de jardin
traditionnelle que j'achète pour faire mes semis, je vais rajouter un petit peu de terre de jardin, pas n'importe laquelle. J'ai de temps en temps des campagnols qui viennent dans mon jardin, dans mon gazon, et ils font des taupinières. Et ces taupinières, généralement, la terre elle est un petit peu plus argileuse et elle va permettre à ma motte de bien tenir ensemble. Puis après, ça sera les racines qui vont faire le travail. Je vous ai donné envie d'avoir fait vos semis vous-même, surtout avec cette méthode pour ne plus utiliser de plastique, ne même plus utiliser les petits pots, vous savez les petits pots en tourbe là, qui viennent souvent de l'autre bout de la planète. Donc on arrive à faire des choses merveilleuses rien qu'avec un petit peu de terreau, le compacter avec cet outil qui coûte pas très cher vu le nombre de semis qu'on peut faire avec. Pratiquement immortel. Merci Tom. Alors, moi j'en étais resté au pot de yaourt, mais c'est vrai que c'est pas très écolo. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les jardins familiaux? Est-ce que les gens utilisent ce genre d'ustensiles, d'un presse-motte? Oui, certains l'utilisent, bien sûr. Ça fait partie du matériel, De la panoplie. je dirais. Mais il y a encore beaucoup d'utilisation, effectivement, de plastique Voilà. et de pots de yaourt. Alors, que constatez-vous? On a parlé des critères qu'il était intéressant de croiser. Quelle est la demande au niveau des jardiniers? Parce qu'on a un jardin pour se nourrir, donc on veut quand même une certaine quantité de légumes. C'est le plaisir, mais on nourrit aussi une famille. On peut faire des économies, avoir des légumes très goûtés. Quels sont les critères qui passent en avant pour les jardiniers dans les jardins familiaux? Alors, je dirais que pour un jardin familial classique, ce qui est important, c'est la production. Le volume, le rendement. Le volume et la qualité des légumes. On produit en général avec des méthodes très proches de l'agriculture biologique. On n'utilise pas de produits de traitement de synthèse et on récolte au bon stade. Donc on a des légumes qui sont effectivement goûteux et intéressants. Mais on veut du volume. Parce qu'une famille qui travaille sur un jardin et qui peine à travailler sur un jardin, il faut y mettre du temps et de l'énergie, eh bien, elle peut faire quand même à peu près 1500 € d'économie par an d'achat de légumes. Donc vous voyez, ça peut compter et compter beaucoup pour des gens qui n'ont pas de gros revenus. Et il y en a beaucoup dans nos jardins. Donc voilà ce que le jardinier recherche. Est-ce que le jardinier, finalement, qui s'attache des fois à des variétés anciennes, est-ce qu'il a assez d'informations? Est-ce qu'il connaît assez bien en fait les nouvelles variétés? Vous avez l'air de dire qu'elles sont très prometteuses, elles sont même meilleures des fois que les anciennes, ou même c'est sûr. Est-ce que les gens les connaissent assez? Parce que il y a une proposition sur le marché qui est assez pléthorique. Comment on fait? Est-ce que vous donnez des conseils vous-même pour choisir? Écoutez, je dirais que c'est un peu comme pour les agriculteurs. Il faut prendre la part de risque minimum. Donc, quand dans un jardin, on a trouvé les bonnes variétés qui s'adaptent bien, on a tendance à les garder et à ne pas vouloir en changer. Donc, ce que je dis aux jardiniers, c'est prenez une toute petite partie de votre espace pour faire des essais. Tester en fait. Ne pas hésiter à tester. Essayez des nouveautés, sachant que nous avons dans nos jardins quelque chose qui est particulier, c'est que nous cultivons énormément d'espèces différentes. Donc il faut que les espèces aussi s'acclimatent entre elles. Et je dirais même qu'elles s'entraident. Oui, j'ai le mot qui me venait à la bouche, elles peuvent s'entraider. Dans la rotation et dans la gestion de l'espace, on a effectivement l'intérêt d'avoir un grand nombre de variétés différentes pour pouvoir au mieux s'adapter. Donc, je dirais aux jardiniers, faites des essais, mais je dirais aussi à la filière semences, aidez-nous à caractériser les variétés. Nous avons besoin, nous jardiniers, de savoir quelles sont les nouveautés et de connaître leur qualité. Alors Jean-Daniel, donc apparemment il y a une offre importante sur le marché. Vous aviez l'air de faire la moue tout à l'heure et de considérer que les gens n'étaient pas assez au courant. Alors moi j'ai envie de dire un certain nombre de choses par rapport à ce que vient de dire Jean. D'abord il a parlé de la quantité. En fait, on a interviewé beaucoup de jardiniers, et la quantité, c'est pas ce qu'apportent forcément les nouvelles variétés. En tous les cas, les sélectionneurs aujourd'hui, quand ils améliorent les variétés, le premier critère important pour les sélectionneurs, c'est les résistances aux maladies. Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il faut diminuer l'utilisation des pesticides d'une manière générale, donc ça, c'est très important pour les sélectionneurs, et ça, c'est très mal connu.
pour une simple raison, c'est que de parler des maladies, c'est pas vendeur. Donc tout ça, c'est une véritable difficulté pour les gens qui améliorent les variétés. Ils travaillent, il y a un certain nombre d'espèces qui sont devenues résistantes à un certain nombre de maladies, mais vous vous en êtes à la limite pas aperçus. Les haricots sont devenus résistants à l'anthracnose, alors qu'il y a quelques années, les haricots étaient malades à cause de l'anthracnose. Et il y a un certain nombre de maladies comme ça. Et il y a des espèces pour lesquelles c'est une lutte permanente. Pour la laitue, il y a une maladie qui s'appelle le brémia, le mildiou de la laitue, qui fait des catastrophes. Et donc aujourd'hui, il y a un nombre de variétés de laitue chaque année. Il y a 20 variétés nouvelles de laitue qui sont inscrites au catalogue chaque année. Parce qu'il y a un champignon, le brémia, qui mute tous les ans et chaque année, il évolue un peu. Donc il faut trouver des nouvelles résistances pour que les maladies puissent être résistantes au brémia. Donc c'est un exemple. Donc on voit en fait qu'il y a vraiment des sauts, des progrès qui ont été faits, mais qui ne sont pas forcément connus. Alors je crois que tous les deux, vous travaillez pour qu'il y ait une meilleure connaissance, une meilleure communication. Vous nous avez quand même amené un catalogue qui est incroyable. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Je vais lâcher le micro. C'est un ouvrage qui a beaucoup d'âge. Alors, j'ai amené le catalogue Vilmorin qui a 100 ans. C'est le catalogue Vilmorin le plus complet pour décrire tout ce qu'on appelle les variétés anciennes. Pratiquement tout ce que vous appelez les variétés anciennes, c'est celles qui sont décrites il y a 100 ans dans le catalogue de Vilmorin, qui a fait un travail extraordinaire. Donc aujourd'hui, il y a un grand nombre de ces variétés que vous ne trouverez plus dans le commerce, mais il y en a encore un certain nombre que vous trouverez encore dans le commerce, mais qui sont parfois aussi améliorées. C'est-à-dire qu'on a repris toutes ces variétés anciennes, c'est vraiment les variétés anciennes avec leur description, mais on leur a ajouté des caractéristiques intéressantes pour les jardiniers. Alors, il y a une question, c'est que souvent, à l'époque, on donnait au nom des variétés un nom qui avait un sens. Ça pouvait être le nom d'une région, ça pouvait être une couleur, ça pouvait être des tas de choses comme ça. Donc toutes les variétés qui sont dans ce catalogue, ils ont un sens. Il y a encore la laitue, la grosse blonde paresseuse, il y a des tas d'espèces anciennes qui ont un nom qui a un sens. Mais aujourd'hui, toutes les nouvelles variétés, on n'a plus le droit de donner des noms qui ont un sens. Donc c'est forcément des noms de fantaisie. Donc toutes les variétés nouvelles ont forcément des noms de fantaisie. Mais les gens aiment bien acheter des variétés qui ont des jolis noms. Alors Jean, je vais présenter un autre ouvrage. Donc là, on fait un bond d'un siècle à peu près. Hein. Voilà. De quoi s'agit-il en fait? C'est un nouveau magazine pour conseiller les jardiniers? C'est notre nouvelle revue qui a changé de look, qui a changé de titre, qui a changé de sujet aussi, pour s'adresser vraiment à tous les jardiniers et leur dire venez jardiner, prenez plaisir à jardiner. Et si vous êtes content de jardiner, vous pourrez peut-être rejoindre la fédération pour faire parler de tout ce que vous faites dans vos jardins et faire parler aux décideurs, aux personnes qui ont des pieds d'immeubles disponibles, qu'on pourrait mettre des jardins partout. Alors merci beaucoup, on va se retourner vers Tom à nouveau. Tom est convaincu, c'est une très bonne idée d'essayer de mettre des jardins partout, dans des petits bouts de terre qui restent en ville, sur les toits. Mais parfois, on a un souci, Tom, c'est l'eau. Est-ce qu'on peut économiser l'eau au jardin? Alors, à prime abord, si vous regardez le matériel que j'ai devant moi, vous n'avez pas l'impression qu'on va pouvoir économiser de l'eau. Mais je vais vous parler de cette petite coupe en terre cuite, on appelle ça une olasse ou une oya, ça dépend si on a un accent espagnol ou pas. Moi je viens de Suisse, donc l'accent espagnol plutôt comme une vache. Cette petite terre cuite, on va pouvoir l'enterrer pratiquement jusqu'en haut pour pouvoir mettre de l'eau dedans et la capillarité de l'argile va pouvoir se diffuser progressivement et gentiment dans la terre. Ce qui permet d'avoir de l'eau en continu, que les racines, elles n'aient pas de stress. Parce qu'il n'y a rien de pire, notamment dans certaines variétés de tomates, que d'avoir de l'eau, plus d'eau, de l'eau, plus d'eau, si on a un petit peu la tête en l'air. Ce qui peut donner par exemple la maladie du cul noir chez la tomate que nos jardiniers ici connaissent probablement très bien. Eh bien, cette petite jarre, on va lui mettre aussi un couvercle pour éviter qu'il y ait les insectes qui rentrent dedans et on peut même partir quelques jours en vacances l'esprit tranquille. Ces jarres, elles ont l'inconvénient de coûter assez cher dans le commerce, vraiment, c'est pas le truc le plus bon marché
mais on peut en fabriquer soi-même avec quelques ressources très faciles à trouver dans le commerce. Un pot en terre cuite, franchement, ça coûte quelques euros. On en a tous déjà vu dans les jardineries, très facile à trouver. Et un petit peu, ici, c'est aussi de l'argile. Et on va pouvoir reboucher le trou qu'il y a juste en dessous. Ce trou-là, très bêtement, et il va empêcher l'eau qu'elle ressorte. Là, on va le boucher. Ensuite, on va mettre un deuxième pot l'un sur l'autre. Et on va essayer de reboucher avec l'argile pour éviter que l'eau s'échappe de notre pot. Peut-être certaines argiles qu'on trouve dans le commerce, on a besoin de les faire cuire. Donc là, attention, cuisson plutôt basse température et longtemps. Et après, on va pouvoir simplement, avec un bouchon de liège, reboucher. Ainsi, on évite que des insectes tomberaient dedans. Et là aussi, en fonction de la taille qu'on veut, on peut partir plus ou moins longtemps sans penser à l'arrosage au potager. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que ça vous inspire. Alors, j'ai oublié de vous poser la question essentielle. Avez-vous un jardin, Jean-Daniel, un jardin potager? Oui, j'ai un petit jardin et je fais beaucoup d'essais parce que moi, je suis un passionné de légumes. Et j'ai aussi initié un jardin partagé à 200 mètres de chez moi où il y a une association qui fait plein de potagers. C'est une association qui marche très bien. Il y a 18 passionnés de jardinage. Jean Vorer, vous avez un mini potager, mais vous en avez un? Sur mon balcon, oui. je le confesse, je ne suis pas un grand jardinier, j'ai simplement un petit espace. Alors, il me reste à vous remercier et à remercier Tom. Merci à nos invités d'avoir suivi cette émission. J'espère que cela vous redonnera le goût du jardin. Et je vous donne rendez-vous à demain.